Après 2 mois sans avoir acheté de livres, je me retrouve en peu de temps avec une pile à vous présenter, principalement de la science-fiction avec une petite touche d'horreur, bien sûr, comme toujours. C'est parti pour la vidéo. Alors, en ce moment, j'ai grandement envie de découvrir un peu l'univers du steampunk. Et pour cela, je me suis dirigée vers les éditions Brajlon. Je suis tombée sur ce titre qui est Trahison sanglante, qui a été écrit par Marc Alatam. Ça va être un mash-up entre l'univers de Dracula et l'univers de Sherlock Holmes, sous un fond mystique et fantastique. Il faut évidemment avoir lu le livre de Bram Stoker parce qu'on va retrouver beaucoup de personnages qui sont en lien avec ce dernier. Après, ça faisait très longtemps que je m'étais pas redirigée vers l'univers du vampire. En fait, j'avais eu une overdose, vous savez tous pourquoi, hein, vous savez tous pourquoi, et je ne dirai pas le nom de cette saga. On a été submergé par les vampires, et sachant que même le livre de Bram Stoker, je suis pas complètement fan du personnage de Dracula, je trouve qu'il est un peu faiblard, un peu lâche. C'est pas non plus la figure majestueuse du vampire qu'on pourrait retrouver dans d'autres œuvres. Et donc je m'y remets peu à peu. Je suis curieuse de découvrir ce livre-là, sachant que je me suis aussi mis à la cour de miracle de Victor Dixon, qui apporte aussi un côté un peu différent du vampire. Donc celui-ci, on va retrouver Van Helsing qui a combattu Dracula, et en fait Sherlock Holmes va remettre en question la légitimité de Van Helsing concernant cette affaire. À voir, ça va être très sympa, je pense. Ensuite, je me suis acheté d'occasion sur Vinted les 3 premiers romans de la saga des dossiers Cthulhu. Pareil, ça va être un match-up entre Sherlock Holmes et le monde et l'univers de Lovecraft. Ce sont des très beaux ouvrages. J'ai vraiment fait une affaire parce que c'est quand même 25 € le tome, hein, j'ai envie de vous dire, et j'ai tout ça pour 38 €. J'espère que ça va me faire voyager. J'ai pas d'exigence particulière au niveau de l'écrit, c'est plutôt se plonger dans un univers assez particulier. J'ai envie de m'évader dans un univers steampunk, un univers du 19e siècle. J'adore le long corrompu, etc. Donc j'espère que cette saga va me plaire, et en plus ils sont absolument magnifiques. Tout à l'heure je vous parlais de Dixon, et donc je me suis pris le tome 3 de Vampiria, sachant que j'ai fini le tome 2 il n'y a pas longtemps. Je suis très curieuse de pouvoir finir cette saga parce qu'elle est terminée. Pour une fois, j'aurais voulu peut-être d'autres tomes parce que j'aime beaucoup cet univers-là. À voir comment se finit cette histoire. On verra. Un livre qui me fait peur. Un livre qui ne veut pas être lu. La maison des millefeuilles. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est marqué dès le début dans la préface. Il est indiqué que ceci n'est pas pour vous. C'est indiqué là. Alors je pense que je vais souffrir, mais ça va être une souffrance agréable, hein, voilà, je l'espère. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est un peu un ovni, hein, il faut se le dire, qui a été réédité par Monsieur Toussaint Louverture. Un roman mosaïque qui se lit tant comme un thriller que comme un rêve, une étrange excursion dans le subconscient. Voilà, je vous laisse avec cette brique. Du coup, on va parler ici de la Maison des Feuilles, et non pas la Maison des Millefeuilles, qui est un livre de pâtisserie. Non, du coup, moi, ce livre, je le connaissais pas du tout. Et j'ai envie de le lire. C'est très intriguant. C'est marqué derrière que la maison est plus grande à l'intérieur qu'elle ne paraît à l'extérieur. Enfin, c'est très intriguant. J'aime bien ce genre de choses. Et la mise en page est complètement what the fuck. Il y en a dans tous les sens. C'est écrit à l'endroit, à l'envers. Les polices d'écriture sont différentes. Il y en a un peu partout. C'est écrit dans tous les sens. Et aussi le mot maison est en bleu partout dans le livre, sur la couverture, sur la 4e couverture, absolument partout qu'il y a le mot maison, il est bleu. Je ne sais pas pourquoi, j'espère le découvrir dans ce livre. Et voilà. Pendant que ma caméra charge, je vous montre en exclusivité mes premiers spectateurs, mes premiers soutiens durant la création d'une vidéo. Voilà, j'espère qu'ils vont rester sages parce que sachez que cet énergumène n'arrête pas de parler sans arrêt. Voilà, c'est bien, tu bailles bien mon petit chat. Bon, je disais que c'était un haul SF, donc on continue avec Born de Jeff Vandermeer. Alors Jeff Vandermeer, j'avais déjà découvert Annihilation en film et en livre que j'avais apprécié. C'était un livre qui était assez particulier, assez compliqué à appréhender. Je ne sais pas si c'était la traduction ou si c'était le style de l'auteur, mais en tout cas c'était
étrange et fascinant. Je trouve que son univers est très complexe et très bien décrit. Là, on est sur une dystopie. Une jeune femme va trouver dans un monde un petit peu détruit une créature qui semble être un espoir, une créature un peu une sorte de blob, je ne sais pas forcément à quoi il ressemble exactement. Et la créature va grandir et elle va menacer l'équilibre de la Terre. Alors que la créature grandit et commence à menacer l'équilibre du pouvoir dans la ville, elle modifie profondément les perceptions et les émotions de ceux qu'elle côtoie. Moi je suis très curieuse pour découvrir ce titre là, donc je l'ai pris, voilà. Lors d'une visite finage à Gilbert Joseph, j'ai trouvé par hasard un titre que j'avais déjà vu chez les éditions Gallmeister qui s'appelle Un amour de monstre. Alors c'est un récit très étrange, je vous l'explique en quelques mots. Vous allez avoir un couple qui décide de créer une famille de monstres. Et pour ceci, ils vont à force de médicaments, par exemple de radiation sur le ventre de la chère et tendre mère, pouvoir modifier un peu la génétique de leur enfant et donc créer des monstres qui vont par la suite être monétisés sûrement pour un cirque. C'est très bizarre. Les enfants vont avoir des particularités, par exemple, vous allez avoir l'homme poisson, les sœurs siamoises, mais dans cette histoire, un des enfants va être d'une grande beauté et je pense que ça va avoir un impact sur la suite. Voilà. Vous voyez vraiment le stéréotype de tous les monstres qu'on peut trouver dans un freak show. Ça sera dans ce livre-là, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas il était très curieux et je ne pouvais pas passer à côté d'un livre de ce type de curiosité. Voici Alfie qui a été écrit par Christopher Bouy. C'est une sortie récente que j'ai lue assez rapidement après l'avoir acheté. Ça va être un roman de science-fiction qui va aussi mêler le thriller. Pour la partie science-fiction, vous allez avoir une intelligence artificielle qui s'appelle Alfie, qui est un peu comme les OK Google, vous voyez les trucs qui vous aident à faire des choses que vous pouvez faire vous-même. On va l'appeler Alfie, ça va être plus simple. Alfie donc a été acheté par la famille. Et en fait ce qui est intéressant avec ce titre, c'est que vous allez avoir son regard sur la famille. Le narrateur est l'intelligence artificielle en fait. Donc on va avoir un regard assez particulier sur la famille, un regard assez innocent, assez neutre sur la famille et sur l'humanité. Évidemment ça va nous ramener à des contradictions et à des remarques assez humoristiques ou assez pitoyables pour le coup. Durant le récit, l'intelligence artificielle va se rendre compte qu'il se passe quelque chose puisqu'il va y avoir un meurtre et va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, déjà, l'intelligence artificielle ne sait même pas ce que c'est qu'un meurtre, donc elle va devoir faire des recherches, etc. Essayer d'associer des liens. Donc c'était assez curieux. Ça se lit assez vite. C'est pas non plus le meilleur récit de science-fiction que j'ai lu, mais c'était très divertissant. Et pour ceux qui aiment Black Mirror, je pense que ce livre pourrait vraiment vous plaire. Alors, un autre récit de science-fiction que j'ai... Putain. Un autre récit de science-fiction que malheureusement j'ai abandonné. Alors pareil, ça promettait quelque chose qui était similaire à Black Mirror. Vous allez avoir un jeune entrepreneur qui va créer une application. Une application finalement assez simple. Vous allez avoir la possibilité d'inscrire sur une liste les 8 personnes que vous détestez le plus. Alors il n'y aura pas d'autres choses. C'est pas comme dans Black Mirror où à un moment la personne qu'on déteste le plus finit par attaquer par des abeilles ou des choses comme ça. Juste vous mettez les 8 personnes que vous détestez le plus. Alors forcément plus vous avez de l'influence, plus vos choix ont un impact sur la société, etc. Alors ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment énormément de vocabulaire lié à la finance, à l'informatique, etc. Et que même si ça peut paraître peu excessif dans le récit, moi je trouve que ça m'a un peu bloqué, je me suis un peu ennuyée, c'était trop technique. Alors effectivement c'est marqué que c'est un techno-thriller, donc je pense que je pourrais conseiller ça plutôt à la croûte, parce qu'il est dans l'informatique, etc. et ça pourrait peut-être plus lui parler. Moi ça m'a coupé. Ça m'a coupé direct en fait, donc je l'ai abandonné au bout d'une centaine de pages. Bon, la croûte va vous dire ce qui se passe. Alors du coup moi ce livre m'intrigue de par les raisons qui t'ont fait l'abandonner. Effectivement on est en droit de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe une fois que les noms sont inscrits, évidemment. Quand on voit la couverture, on se dit, il va y avoir du sang quelque part, à quel moment ça va déraper. J'ai hâte de savoir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment, c'est très psychologique, ou est-ce que au bout d'un moment, ça va gicler? Je ne sais pas. Voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de le lire, et voilà. Franchement, c'est pas facile de faire intervenir quelqu'un qui n'est pas là, et un petit manga... Alors, c'est une réédition de chez Delcourt en Cannes, moi je ne l'avais jamais lu.
Je l'ai acheté donc il n'y a pas longtemps, je l'ai lu assez rapidement et c'est pas mon recueil préféré de Junji Ito, il faut se le dire. Par contre, j'ai énormément apprécié le fait que dans ce récit, vous allez avoir 3 histoires qui ont été réinterprétées par Junji Ito. 2 histoires de Rompo Edogawa, un auteur que j'adore et dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos sur les recommandations automnales. Et vous allez avoir aussi, alors ça c'était vraiment un pur hasard, j'ai lu un Hitchcock Présente il n'y a pas longtemps et une des histoires de ce Hitchcock Présente se trouve aussi interprétée par Junji Ito. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va changer un peu les fins et je trouve que limite l'histoire de Junji Ito est meilleure que celle de l'auteur en question, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'était vraiment un récit toujours aussi malaisant et magnifique. Vous voyez, c'est toujours cet assemblage qui est propre à Junji Ito. Voilà. Alors franchement, moi qui adore les yeux, j'ai été servie. Hein. Cette couverture est absolument magnifique. Voilà. Alors c'est toujours sympathique de lire du Junji Ito. Voilà, c'est horrifique, etc. C'est toujours bien fait, bien trouvé, les idées sont sympas. Moi j'aime beaucoup. Par rapport à ces adaptations de récits d'autres auteurs, moi ça m'intrigue parce que je ne connais pas les récits originaux, donc du coup à travers ce bouquin, je me dis que si j'aime bien l'histoire, peut-être que je vais aller vers l'histoire originale, tout simplement. Voilà, je vais faire le cheminement inverse de toi en fait. Pour rester dans le côté japonais, je me suis procuré un Tanizaki. J'avais déjà lu L'œil du démon que j'avais apprécié malgré certains petits détails gênants. Je sais pas si c'était propre à la traduction, mais en tout cas il y avait des choses qui me dérangeaient un petit peu dans le récit. Là on va partir sur un tout petit texte donc pour redécouvrir un peu cet auteur, pour voir si je vais aller loin dans sa bibliographie. Vous allez avoir la figure de la femme enfant naïve qui va manipuler des hommes. Un homme va tomber follement amoureuse de cette jeune femme et on va voir comment la passion peut mener à la folie. Tanizaki est vraiment un romancier classique de la littérature japonaise. Il y a même un prix qui a son nom et c'est un prix d'excellence. Donc j'ai envie de découvrir un peu plus sur la littérature japonaise. Si vous avez d'autres auteurs à me proposer, je suis preneuse. Pour l'instant, en auteur contemporain, j'ai vu Murakami, Rompo Edogawa et Tanizaki. L'autre Murakami, je sais plus son prénom, j'en ai lu un seul et j'ai lu Le Sommeil, qui était excellent. Est-ce que vous avez d'autres titres? Si vous avez vraiment d'autres titres, je suis preneuse. Intervention de la croûte. Alors là, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça parle de courtisanes, de manipulation d'hommes, de jeunes et naïfs proies. Tout ce que je n'aime pas en fait, donc je ne vais absolument pas lire ce livre qui ne m'intéresse pas du tout. Entrée dans la danse de Jean Thollet. Alors il faut savoir que j'ai déjà lu Le Magasin des Suicides, qui est l'un de mes premiers coups de cœur littéraires, qui est aussi l'un de mes premiers achats que j'ai fait seul, qui n'était pas un achat scolaire ou un cadeau. J'avais eu un gros coup de cœur et en fait depuis, je sais pas, ça fait peut-être depuis plus de 10 ans, je n'ai pas relu du Jean Thollet. Et j'avais envie de me replonger parce que je trouve que c'est un auteur qui a des sujets qui pourraient vraiment m'intéresser. Il y a aussi Montespan qui m'intéresse, qui parle du mari de Madame de Montespan qui était la favorite du roi, voilà, celle qui a fait de la magie noire, nanana. Et en gros, lui, le pauvre, il était marié à cette dame et donc en fait, Jean Thollet a écrit son histoire sachant que c'était un homme qui assumait le fait d'être cocu, qui portait des cornes sur son carrosse, etc. Bref. Ce n'est pas le résumé de ce livre-là. On va parler plutôt de ce village en Alsace au XVIe siècle qui apparemment aurait dansé pendant 2 mois, prise d'une étrange folie. Voilà, je pense que ça pourrait... je sais pas, ça me paraissait curieux. Je pense que c'est intéressant de voir comment Jean Thollet va raconter cette histoire. La pile derrière moi, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai fait écrouler mes piles. Là, on va parler d'un titre que j'ai vu en nouveauté, qui a été réédité et qui a été... il y a une nouvelle traduction qui a été faite. Moi, je me suis rendu compte que le livre existait déjà auparavant, hein, qui a été écrit dans les années 30. La maison aux 1000 étages, ça va être une dystopie assez particulière. L'univers du roman va se passer dans une maison. Je l'ai commencé un petit peu, mais je pense que je le lirai plutôt pour le challenge de la crypte, parce que... là j'ai d'autres choses à lire et je suis pas rentrée dedans direct, même si c'est très curieux. Parce que vous allez avoir un agencement des pages qui n'est pas classique. Enfin, je vous montrerai des petites images et tout, mais
En gros, c'est assez ludique et assez curieux à découvrir. En plus, j'ai pris une vieille édition que j'aime beaucoup, donc les éditions Marabout. Donc là, l'histoire, ça va être donc sur une maison au 1000 étages où l'humanité vivrait en fait, une maison sans issue, sans fenêtre. L'humanité prise au piège et on va suivre un homme qui se réveille au milieu de tout ça. Il a oublié son passé. Il se rend compte qu'il est possiblement détective, il a des indices dans sa poche et il va partir à la recherche du président de la maison. Savoir pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette maison, le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Il est indiqué qu'on le compare à Franz Kafka, que ce serait un surréaliste avant l'heure. Ce qui est très curieux, donc voilà. Oui Jamie, tu peux intervenir, je t'écoute. Merci Fred. Alors du coup, mais que se passe-t-il dans cette maison géante? Alors moi ça m'intéresse, cette vieille science-fiction des fins des années 20 là. Donc oui, que se passe-t-il dans cette maison? Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va être comme dans le film La Plateforme, c'est-à-dire que plus on est haut, plus on est riche et aisé, et en bas c'est le bas peuple qui meurt de faim ou autre? Ou est-ce que c'est un truc plus comme dans Cube? Est-ce que c'est des étages random où il se passe tout et n'importe quoi à certains étages? Je ne sais pas, je suis curieux de voir ça et bah, du coup on verra après la lecture. Bref, une colonie de Hugh Hovney, celui qui a écrit Silo, que je n'ai pas lu. Là je suis en train de le découvrir. C'est une sorte de huis clos dans l'espace. Vous allez avoir une colonie d'œufs congelés. Vous allez avoir 500 œufs congelés qui ont été envoyés sur des planètes à conquérir. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle qui est censée faire éclore ou détruire les œufs selon là où atterrisse le vaisseau, puisque des fois les planètes ne sont pas viables, s'est trompé. En fait, il y a eu comme dans toute action, la probabilité qu'il y ait une erreur existe. Et vous allez avoir cette colonie qui va donc éclore dans un monde qui n'est pas viable. Donc j'en suis au tout début et en fait on découvre que la colonie est complètement perdue parce que les œufs qui éclosent ont les personnes qui sortent de leur œuf, entre guillemets, ont une trentaine d'années physiquement et mentalement. Ils ont été instruits durant le voyage, etc., nourris, instruits. Donc ils sortent, ils sont déjà adultes. Et donc là, ils vont devoir se débrouiller avec les moyens du bord, hein, c'est bien de le dire, pour pouvoir survivre sur cet espace non viable. Donc c'est très curieux, j'avais vraiment envie de revenir à la science-fiction et je pense que j'ai choisi un auteur qui peut être super cool, je pense. Après, je pense que je découvrirai Silo. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est ennuyant, mais on verra. Ça se trouve, c'est plutôt cool. Je sais pas. Oui, vas-y, tu peux intervenir, bien sûr. Tu me déranges pas. Une soixantaine de gamins de 15 ans qui se retrouvent bloqués ensemble, ça me fait un petit peu penser à Battle Royale, même si la finalité est toute différente. On est en droit de se demander qu'est-ce qui va se passer. On s'imagine bien qu'au bout d'un moment, la loi du plus fort, certainement, va être mise en place. Il va y avoir tous les bas instincts de l'humanité qui vont se réveiller, peut-être. Bon, parce que du coup, ils n'ont eu que 15 ans d'apprentissage sur 30, donc qu'est-ce qui leur a été inculqué pendant ces 15 premières années? C'est intriguant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, voilà, cette espèce de huis clos, voilà. On se doute que ça va déraper, mais dans quel sens? À voir. 3 titres et la vidéo est terminée. Pour continuer dans la SF, je me suis pris un Robert Silverberg. Alors attendez, il faut que je regarde le titre parce que j'ai peur de me tromper. L'homme stochastique. L'homme stochastique, en fait, vous allez avoir un scientifique qui réussit à pouvoir prévoir l'avenir de l'humanité. Il va proposer cette possibilité à un politicien. Et en fait, il va y avoir une sorte de réflexion autour de est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ça va donner le vertige à ce politicien-là. Il aurait la toute-puissance, mais pourtant, ce politicien hésite. Donc ça va tourner autour de ça, de ce que j'ai compris. Bon, malheureusement, j'ai été déçue par ma dernière lecture de Silverberg qui était Les Monades urbaines. Ça aurait pu être un roman excellent, mais il a été pollué par des fantasmes insupportables en fait, auxquels je n'adhère pas du tout et qui sont, je sais, propres à une époque.
Donc là j'espère que celui-ci va pas me décevoir parce que moi j'adore Silverberg et je n'ai pas envie d'être déçue. Voilà. Ensuite, malheureusement, je présente un manga que j'ai déjà lu et que je ne continuerai pas, Baptisme 2. Je trouve que ça tourne en rond, ça tourne énormément en rond, c'est peu crédible. Ça va ressembler un peu à Esther, le film d'horreur où un adulte est dans le corps d'un enfant et qui tente d'avoir des comportements d'adulte, donc peut-être de séduire des hommes, etc. Là, ça part un peu trop loin. Je trouve que le professeur auquel la petite fille tombe amoureuse, il est malaisant, il est gênant, misogyne, tout ce que je déteste. Bref, c'est pas un récit que je vais continuer malheureusement. J'avais eu un petit coup de cœur pour le tome 1, j'avais hâte de voir comment ça allait se passer et là, je sais pas, je n'ai même pas envie de savoir à quoi ça mène parce que c'est trop gênant en fait. C'est hyper gênant. Pour terminer, un autre récit de science-fiction qui est super barré. Je sais pas pourquoi, mais ce livre, je pense que je vais bien rigoler en le regardant, en le lisant. Nous sommes dans un monde où vous avez la possibilité d'extraire un morceau de la personnalité des gens qui sont décédés pour pouvoir vous shooter avec. Vraiment la drogue absolue est née. Beaucoup de junkies cherchent à se procurer des extraits de mémoire de personnes décédées ou pas, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. En tout cas, l'un des personnages cherche l'esprit, enfin la personnalité d'une des personnes dont il était amoureux. Et je pense qu'il l'a trouvé à travers une autre personne, bref. Très confus, je sais, mais ça parle de drogue, ça parle de science-fiction. Ça peut être très sympa, je pense que ça peut être très sympa. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo... Regardez mon bureau, mais regardez mon bureau. La prochaine vidéo sera sur un haul donc mené par la Croûte qui va parler de ses achats SF, non ses achats fantasy pardon. Allez, bye.